Bonjour à tous, je suis avec Hervé Ludin, associé de EOS Dirigeants, cabinet d'outplacement de dirigeants, et Arnaud Desclèves, associé fondateur de Desclèves et Associés. Bonjour. J'ai trouvé intéressant de vous réunir aujourd'hui pour voir en quoi les métiers du management de transition, de l'outplacement et du coaching sont finalement intimement liés. Alors pour commencer, une première question qui illustre cette proximité. Qu'est-ce qui vous amène à travailler ensemble régulièrement ? Alors, c'est assez simple. En fait, moi, je pense que le métier du management de transition s'est énormément transformé ces dernières années. Il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui est arrivé en France dans les années 2000. Aujourd'hui, le métier se pratique complètement différemment. L'approche client est différente, l'approche manager de transition est différente. Et en fait, les attentes des clients se ressemblent de plus en plus dans les deux métiers. Ils veulent vraiment avoir affaire à des hyper-experts alors qu'ils sont dans des situations difficiles. Et côté intervenant ou côté candidat, en fait, on a tout intérêt à cloner les meilleures pratiques du coaching et de l'outplacement pour former des managers de transition de haut niveau. Alors moi, je compléterais, vu d'un cabinet d'outplacement, c'est que Arnaud et son équipe ont régulièrement des très belles opportunités de mission pour les gens que nous accompagnons. Donc ça, c'est très précieux. Et en y réfléchissant, il y a deux autres choses. C'est que nous faisons un double coaching sur la personne. Arnaud connaît très bien les entreprises, leurs besoins, leur culture, et nous accompagnons des gens, quelquefois plusieurs mois, et nous les connaissons bien, leur mode de fonctionnement, leur motivation. Donc en fait, on fait un double coaching pour les préparer à la mission pour qu'ils la réussissent. Et je trouve que c'est très complémentaire et c'est extrêmement valorisant pour nous, pour mon métier, qui est un métier dans l'humain. J'essaie d'apporter le mieux pour les gens que j'accompagne et je souhaite qu'ils réussissent. Et je pense que de l'autre côté, Arnaud souhaite que ces entreprises soient satisfaites du service. Et puis je rajouterai une autre chose, c'est qu'on se connaît depuis un certain temps. Donc il y a des liens de confiance qui se sont établis. On partage, je pense, le même degré d'exigence. Et quand il s'agit de matériel humain, il faut qu'on puisse parler en toute transparence et en toute bienveillance. Voilà. Donc c'est ce qui nous amène à travailler régulièrement ensemble. C'est vrai que moi j'ai testé le coaching par EOS Dirigeants. C'est quelque chose dont j'ai vraiment un souvenir marqué. Et donc quand j'ai cherché un partenaire en matière d'outplacement et de coaching, la réponse était évidente, c'était EOS Dirigeants. Alors comment expliquer le fait que l'outplacement fournit de plus en plus de candidats au management de transition, Arnaud ? Alors, je vais peut-être commencer par une première réponse, c'est que je pense que les deux métiers aujourd'hui sont proposés dès qu'un cadre cherche à travailler sur un projet intéressant. Il a deux approches, deux simples modalités en fait, c'est CDI s'il le souhaite, mais tout de suite on lui propose également de faire des missions, alors, une ou plusieurs missions, on pourrait en parler longtemps. Et donc en fait, j'ai cherché à me rapprocher de la firme d'Hervé parce que c'est très en amont en fait qu'il faut présenter ces deux possibilités, ces deux modalités, pour que le manager comprenne bien en fait les deux axes. Et en réalité, on arrive à capter des managers de talent dès qu'ils sont en outplacement. Mais alors tous les cadres qui bénéficient d'un outplacement ne sont pas pour autant de bons candidats pour le management de transition. Non, pas tous. En fait, il y a deux raisons. Certains, ce n'est pas leur vocation, ça ne les fascine pas, ça ne leur plaît pas, ils n'y pensaient pas. Ils sont plutôt dans un esprit CDI. Je quitte un CDI, j'aimerais bien retrouver un autre. Voilà, donc on ne peut pas lutter contre ça. Voilà, il faut que les gens aient envie de faire une mission et que ça leur plaise, que leurs yeux s'allument tout de même. Hein. Sinon, on ne va pas être efficace. Et la deuxième raison, c'est que tous n'ont pas les dispositions naturelles pour le faire. Parce que là, l'occasion, le contexte est un petit peu différent d'un job permanent dans une entreprise. Pour nous, c'est extrêmement confortable quand en fait Hervé peut nous indiquer que tel ou tel manager est disponible pour des missions, parce que en fait, on a vérifié des compétences clés qui sont, enfin des caractéristiques clés, c'est qu'il est disponible, il est motivé, il a été jugé globalement sympathique, mais tout ça est bien évidemment vérifié de manière beaucoup plus scientifique. Et les équipes d'Hervé ont pu en fait faire l'assessment, je dirais premier niveau, qui permet de vérifier qu'il a les bonnes aptitudes pour pouvoir s'intégrer dans une nouvelle aventure. Alors qu'est-ce que les entreprises attendent des candidats en management de transition par rapport à un candidat en CDI ? Je pense que c'est des choses qui sont de l'ordre du savoir-être, de la posture. Alors on raisonne beaucoup aujourd'hui autour de cette notion de soft skills, dont il y aurait beaucoup à dire. Nous, on s'intéresse beaucoup en fait à la capacité à changer de culture très rapidement, à la capacité en fait à capter la culture d'une entreprise,
Je dis souvent à mes intervenants qu'il faut avoir des antennes pour comprendre comment on échange dans l'entreprise, comment on communique, comment on manage, comment on est managé, etc. C'est là la clé de la réussite d'une mission management de transition. Et c'est pour ça qu'on voit bien qu'on est assez proche, en fait, en termes de métier, sur les aptitudes à vérifier ou à redonner à un manager, j'imagine. Vous voulez compléter, Hervé? Oui, alors en fonction des feedbacks que nous avons des personnes qui reviennent de mission et du dialogue qu'on peut avoir avec Arnaud et ses équipes, moi je pense que l'entreprise, elle attend d'abord, avant tout, une opérationnalité immédiate. Elle achète un savoir-faire, elle achète une expertise, je dirais matinée, c'est-à-dire vraiment peaufinée au fur et à mesure des ans. La deuxième chose, il faut que la personne soit adaptable rapidement, qu'elle s'adapte rapidement. Ça, c'est important, c'est pas donné à tout le monde. Ensuite, il faut qu'elle ait le sens du résultat et qu'elle reste centrée sur les objectifs qu'on lui donne. Parce qu'une mission, elle a un objectif principal. Il ne faut pas s'égarer. Et quelquefois, on peut avoir la tentation de donner des coups de main à gauche et à droite et de s'égarer de son objectif principal. Et puis, alors, dans les soft skills, si on peut parler du rayon soft skills, je crois que la personne doit être capable assez rapidement de dialoguer et d'interfacer avec tout l'interne de l'entreprise et quelquefois de l'externe aussi. Et je dirais qu'il faut que cette personne ait de la fermeté, parce que quelquefois, les situations sont un peu délicates, il faut faire preuve de fermeté, mais de diplomatie. Et puis aussi, on n'est pas là uniquement pour donner des conseils, on est là pour faire, donc il faut qu'on soit assez rapide dans l'action tout de même. Alors c'est particulièrement vrai pour les juristes ou les avocats qui tiennent des rôles de juristes dans les missions que nous mettons en place. Le rôle du juriste, il est de plus en plus compliqué, il est de plus en plus central. Donc la capacité à interagir, à vraiment être en mode transverse, etc., c'est devenu absolument fondamental. Donc là aussi, c'est des problématiques que le coaching et l'outplacement peuvent aider à couvrir. Alors quelles sont les évolutions notables que vous voyez sur le marché de l'outplacement et du coaching, Hervé? Alors sur le marché de l'outplacement, d'abord je constate depuis 5 ans qu'environ un tiers des candidats, nous accompagnons 150 candidats par an chez EOS Dirigeants, et le tiers part en mission de 3 ou 6 mois avant de retrouver un job plus permanent, ce qui n'existait pas 5 ans avant. Donc ça c'est la première évolution notable. Et c'est parfait pour eux parce que ça leur permet de rester en énergie, ça leur permet de prendre le temps de trouver le job qui leur correspond, et en plus, apporter sa valeur ajoutée et voir la reconnaissance de l'entreprise, c'est toujours bien pour le moral. Et nous avons quand même quelquefois des gens qui sont partis d'une société pas tout à fait de leur propre chef, et le moral en a pris un petit coup. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'outplacement est devenu un must. Les entreprises le proposent de plus en plus, donc c'est devenu vraiment, je dirais, une prestation connue. Et les personnes qui sont en transition le demandent de plus en plus avant de quitter l'entreprise. Donc c'est une belle évolution. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors, ce qui n'a pas changé, c'est la seniorité. La seniorité est toujours un sujet d'employabilité, surtout dans les grands groupes. Par contre, en matière de management de transition, c'est un avantage. La personne qui est senior, ça veut donc dire qu'elle est confirmée, qu'elle est expérimentée, et ça pose aucun problème. Donc, pour moi, c'est génial. Je récupère des gens qui se posent des questions sur est-ce que je ne suis pas trop vieux, et on leur dit mais non, tu as beaucoup de valeur, et il y a des entreprises qui ont besoin de cette valeur. Donc, pour nous, c'est génial en termes de dynamique humaine. Moi, j'aime bien tout de même récupérer des jeunes talents aussi. Je pense que le management de transition, pour essayer de regarder un peu les évolutions qui, de mon côté, sont visibles ou attendues, on va essayer d'avoir davantage de femmes et davantage de juniors ou de middle qui vont vers ce nouveau métier. Je pense que le management de transition, il faut clairement le rajeunir et le féminiser. C'est mon point de vue. Alors, je suis d'accord avec vous. Dès qu'une personne a une courbe d'expérience suffisante pour être experte sur un sujet ou apporter la valeur ajoutée sur un sujet, c'est parfait. Elle est vraiment, je dirais, tout à fait éligible et pour être, entre guillemets, utile à l'entreprise. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je m'aperçois que les gens aujourd'hui, les personnes que j'accompagne, que nous accompagnons, recherchent un job qui leur permet de s'épanouir à la fois personnellement et professionnellement. Donc la recherche de statut est moins présente. Et c'est une bonne chose parce que plus on avance en âge, mieux il vaut être sur ce terrain de prédilection. On va prendre du plaisir en allant au travail. Et je dois avouer que le changement que je peux constater dans l'accompagnement, c'est que le côté statutaire est moins important.
Et du coup, beaucoup de personnes qui ne voulaient pas, je dirais, faire des missions parce que c'était peut-être moins valorisant que de retrouver un job, ne le perçoivent plus comme ça. Et chaque fois qu'ils le font, ils sont très heureux parce qu'ils se sont dit, bon, j'ai apporté de la valeur et en plus, je me suis enrichi. Ils n'ont pas appris. On n'est pas là pour apprendre. On est pour donner ce que l'on a appris, mais on est là pour s'enrichir humainement et en culture d'entreprise. Mais quand même, les juristes ou les directeurs juridiques que je vois arriver chez moi comme candidats pour des missions, il reste un pourcentage d'entre eux qui rechignent à prendre des missions s'ils n'ont pas le titre de directeur juridique. J'ai du mal à expliquer qu'il vaut mieux faire une mission de responsable ou d'adjoint ou même de juriste senior autonome responsable d'un beau projet plutôt que d'attendre un hypothétique CDI pendant 6 ou 8 mois, comme je dis, sur son canapé. Je pense qu'il faut vraiment retourner vers l'emploi. Ce qui compte, c'est la dimension en fait, de l'entreprise, le projet, l'enjeu, etc. Mais un employeur, je pense que vous serez d'accord avec moi Hervé, sera beaucoup plus intéressé par un profil sur une mission, même si elle est un tout petit peu sous-cotée en termes de statut, par rapport à une inactivité totale. Je pense que les entreprises sont opportunistes et je crois que les collaborateurs ou les professionnels doivent être agiles. Et toute opportunité, alors c'est peut-être pas un emploi permanent, mais toute opportunité d'activité professionnelle, il faut la saisir à partir du moment où elle ne vous éloigne pas de votre objectif. Et puis comme le disait Hervé, même si on n'est pas là en mission pour apprendre, on apprend de fait. C'est-à-dire que ça infuse également vers le manager de transition et on s'enrichit énormément en mission sur la capacité à comprendre et agir vite. Je vois des managers qui ont fait avec nous 3, 4, 5 missions. Ils ont beaucoup progressé, ils sont beaucoup plus faciles à employer pour quelqu'un que s'ils avaient eu pendant cette période-là, en fait, juste à attendre un hypothétique CDI. Quoi. Et y compris pour un job permanent. Oui. Parce que beaucoup de personnes expérimentées ont passé de longues années dans le même groupe, dans la même entreprise, et se sont pas frottés à d'autres cultures. Et en ayant fait 1 ou 2 missions, ça leur ouvre des horizons fantastiques et leur futur employeur permanent va pouvoir en bénéficier. Et ils le sentent, d'ailleurs, ils le disent. Au début, ils ne se rendent pas compte, enfin, avant d'y aller, ils ne se rendent pas compte, mais une fois qu'ils y sont, ils se disent « mais c'est absolument incroyable ce que je m'enrichis ». Très bien. Messieurs, en conclusion, un mot qui, selon vous, caractérise le management de transition, Hervé? J'ai dit, c'est agilité. Opérationnel. Très bien. Merci Arnaud. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci et merci de nous avoir suivis.